Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée, 2 mois sans faire de vidéo, c'est un petit peu long. J'étais très occupée par ailleurs. Je viens de terminer un livre qui sortira en octobre et je suis déjà sur un autre, sans compter un passage à Paris dont je vous raconterai un petit peu le contenu ultérieurement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la succession impériale, des changements dans la législation qui encadre la succession impériale au Japon. C'est un serpent de mer, hein. Ça fait 2 décennies qu'on s'inquiète de la succession impériale au Japon. Pourquoi? Parce que la famille impériale, dans son ensemble, est réduite comme peau de chagrin et surtout, elle a peu d'hommes. Et pour le moment, le Koshitsutenpan, c'est-à-dire le code de la maison impériale, eh bien, encadre strictement la succession impériale par une lignée patrilinéaire. Alors je vais expliquer tout ça, ce que ça signifie, mais en gros, pour simplifier, il n'y a pas assez d'hommes dans la famille impériale pour succéder à l'actuel empereur, donc que faire? Alors, dans ce genre de situation, qui est discuté depuis déjà plus de 2 décennies au Japon, mais qui s'est notablement accéléré ces derniers jours, eh bien, que faire? On a plusieurs possibilités. La première étant de se dire, la lignée patrilinéaire qui empêche une femme d'accéder au trône comme impératrice régnante, eh bien, on peut la changer et puis ouvrir la succession aux femmes, ce qui là élargit notablement les possibilités de succession, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans la famille impériale qui sont susceptibles, dans ce cas-là, de devenir impératrice régnante. Ou bien l'autre option, on se dit il n'y a pas assez d'hommes, comment créer davantage d'hommes dans la famille impériale? Eh bien, je vous le donne en mille. L'option qui a été retenue par le gouvernement japonais, qui a été actée par le Parlement japonais, eh bien, ce n'est pas la solution d'ouvrir la succession impériale aux femmes, c'est le fait de mettre plus d'hommes dans la famille impériale, quitte à les fabriquer ou presque. Alors, je vais décrypter un petit peu tout ça. En fait, le Koshitsutenpan, donc, qui définit l'ensemble des obligations, des modalités de la maison impériale, précise quelles sont les règles de succession. Dans la Constitution, on a un premier élément qui est de dire que la succession se fait d'ascendant en descendant. Donc que l'empereur, l'impératrice n'est pas quelqu'un qui vient de nulle part, mais s'inscrit dans une lignée impériale, mais sans définir au niveau de la Constitution quel sexe. Le sexe est défini dans une autre loi, donc qui est le Code sur la maison impériale, qui est une loi de très grande importance également, qui est entrée en vigueur également en 1947 comme la Constitution, et ce Koshitsutenpan eh bien, indique que la succession est patrilinéaire. Dankei, Danshi, ce sont les garçons de la lignée paternelle qui peuvent succéder à un empereur sur le trône. Donc ça veut dire, en règle générale, un fils, 2 fils d'empereur. Par exemple, dans la situation actuelle, eh bien, nous avons l'empereur Naruhito, qui est le fils aîné du précédent empereur qui s'appelait Akihito, qui lui-même était le fils aîné du précédent empereur qui s'appelait Hirohito. Et donc, on a bien là une succession patrilinéaire qui, en fait, a plus de 600 ans sur cette lignée. Et donc, l'actuel empereur, Naruhito, lui, n'a pas de fils. Il n'a qu'une fille. En revanche, il a un frère qui s'appelle Fumihito, qu'on appelle le plus souvent le prince Akichinomiya. Donc, Fumihito, lui, peut succéder à son frère si son frère décède, et puis transmettre ensuite le trône à son fils qui s'appelle Hisahito, qui a actuellement 19 ans. Eh bien, ça permet déjà d'avoir une continuité au moins jusqu'à Hisahito. Et si Hisahito a lui-même un fils, eh bien on peut continuer sur cette lignée patrilinéaire sans interruption. Le problème étant qu'on ne sait pas si Hisahito aura
des enfants et si parmi ces enfants il y aura ou non un fils. Donc il y a un problème de succession patrilinéaire en plus d'un problème de nombre de personnes de la famille impériale trop peu nombreuses. On a actuellement 16 personnes dans la famille impériale et qui ne sont pas toutes jeunes. Donc résoudre ces deux problèmes, c'est l'objectif de l'amendement du Kochitstempan, donc du code de la maison impériale, amendement qui était en discussion depuis des années et qui a été réalisé, acté en l'espace d'une semaine, là sous la première ministre Sanae Takaichi. Alors, que dit cette réforme du Kochitstempan? Elle dit prioritairement deux choses. D'abord, les filles de la famille impériale qui se marient pourront rester dans la famille impériale. Alors que jusqu'à présent, avec le code en vigueur jusqu'à présent, les filles de la famille impériale, quand elles se mariaient, quittaient la famille impériale et vivaient en citoyennes ordinaires avec leur époux et éventuellement leurs enfants. Donc ça a été le cas de la fille Sayako du précédent empereur Akihito, qui avait en tout trois enfants, dont une fille. Et bien cette fille s'est mariée et s'est retirée ainsi de la famille impériale et a vécu, elle est toujours vivante, mais elle vit depuis avec son époux, Monsieur Kuroda. Ils vivent en citoyens ordinaires, on va dire comme ça, même si dans la réalité, ils sont un petit peu empêchés de faire absolument tout ce qu'ils veulent, notamment en termes de liberté d'expression. Mais passons. Et puis, c'est le cas aussi, par exemple, d'une des filles du frère de Naruhito, donc le prince Fumihito a lui-même 3 enfants, 2 filles et un garçon, et l'une de ses filles s'est mariée il y a quelques années et est donc sortie de la famille impériale. Elle vit actuellement aux États-Unis avec un avocat japonais qui est enregistré au barreau aux États-Unis et ils vivent en citoyens ordinaires. Avec la réforme actuelle, les filles de la famille impériale, il en reste plusieurs, notamment la fille de l'actuel empereur et sa cousine, une de ses cousines, eh bien, si elles se marient, elles pourront rester dans la famille impériale. Mais leur mari, si c'est un roturier, et leurs enfants, eux, n'entreront pas dans la famille impériale. Or, c'est une des différences entre filles et garçons. Si une fille se marie, même si elle reste dans la famille impériale, époux et enfants, eux, resteront à l'extérieur. En revanche, si le fils du frère de l'empereur, donc le neveu de l'actuel empereur, le jeune Hisahito de 19 ans, lui se marie, sa femme entrera dans la famille impériale ainsi que ses descendants. Donc c'est la différence et la réforme du code de la maison impériale donc change une chose là-dedans, c'est donne la possibilité aux filles de la famille impériale qui se marient de rester dans la famille impériale et donc de remplir des obligations de la famille impériale. Mais ça ne le donne pas le droit d'avoir des descendants qui soient membres de la famille impériale, contrairement aux garçons. La deuxième chose, et c'est encore plus important que consacre cette réforme du code de la maison impériale, eh bien, c'est le fait que, comme il n'y a pas assez de garçons, eh bien, la famille impériale, qui n'avait pas le droit jusqu'à présent, va pouvoir adopter des garçons qui appartiennent à de précédentes branches de la famille impériale. Alors, il faut remonter 600 ans en arrière pour retrouver des branches de la famille impériale qui en avaient été exclues en 1947 par l'occupant américain. Et donc, il y a 11 branches de famille impériale qui descendent d'un empereur qui date de l'époque Muromachi, donc il y a plus de 600 ans. Et donc, on considère que ces branches sont bien des descendants de la famille impériale en lignée patrilinéaire, ce qui signifie que les fils de fils de fils de fils de fils de l'ex-empereur sur X générations, eh bien, pourront être réintégrés dans la famille impériale par voie d'adoption après avoir passé l'âge de 15 ans et être célibataires et sans enfants. Ils pourront réintégrer la famille impériale. Eux-mêmes n'auront pas par ce fait-là le droit de succession au trône, mais leurs enfants, fils, l'obtiendront.
Alors ça paraît un petit peu lunaire, hein, comme ça, on se dit effectivement faire revenir dans la famille impériale des gens qui, et par voie d'adoption, qui en ont été exclus en 1947, en remontant 600 ans en arrière dans l'histoire, ça paraît un petit peu louche comme histoire, mais c'est l'option qui a été retenue par d'abord le gouvernement japonais, poussé par la première ministre japonaise d'une part, et puis qui a été soutenue par une majorité, tant à la chambre basse du Parlement, pas très compliqué puisque le parti au pouvoir détient à lui seul les 2/3 des sièges, plus au Sénat où il n'a pas à lui tout seul la majorité. Donc c'est l'option qui a été retenue. Alors, pour résumer, on préfère de très lointains cousins qu'on réadopte dans la famille impériale plutôt que la fille de l'actuel empereur pour succéder au trône. Voilà, on résume comme ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est le Japon patriarcal. C'est pire que ça. Ce n'est pas seulement le Japon patriarcal, parce que pourquoi juger que l'homme, dans cette histoire, la succession strictement patrilinéaire qu'on appelle ici Dankei Danshi, pourquoi cela prime? Eh bien, on va nous donner une raison quasi scientifique, qui est un mythe, hein, mais une raison quasi scientifique est exposée par des membres du gouvernement ou de groupuscules d'ultra-droite annexes qui vont nous expliquer que de toute façon, depuis 2600 ans, la lignée impériale japonaise est maintenue de façon patrilinéaire et qu'elle doit continuer. Alors, on va dire, mais il y a eu aussi dans le passé des femmes impératrices régnantes, 8 en tout. C'est exact, mais elles étaient de lignée patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elles ont succédé, faute d'hommes, à leur père, mais elles n'ont jamais elles-mêmes donné d'héritiers qui ont succédé au trône, faute d'en avoir. C'était des impératrices qu'on nous dit de transition et de lignée patrilinéaire. Ensuite, on est remonté à des branches antérieures pour retrouver une autre patrilinéarité qui s'est poursuivie et cela dure depuis 2600 ans. On n'a pas de raison de changer, c'est la tradition. Si on change et qu'on passe à une lignée en partie matrilinéaire, eh bien dans ce cas-là, c'en est fini de l'histoire de la dynastie du Japon. Voilà l'argument. Et alors pourquoi cette lignée patrilinéaire est-elle supérieure à une lignée matrilinéaire? Parce qu'on nous dit c'est génétique. Quand on descend de sa propre mère, on descend des gènes d'une mère génétiquement. On est de la lignée impériale si notre mère est elle-même la fille d'un empereur. Eh bien non, nous dit-on, parce que c'est une histoire de chromosomes Y. Et oui, les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y, les filles ont 2 chromosomes X. Le chromosome Y a la particularité de rester inchangé selon cette théorie. Et donc, c'est depuis 2600 ans le même gène, le même chromosome Y qui suit toute la lignée des empereurs. Voilà, bon, alors, autant le dire tout de suite, hein, ça repose davantage sur une croyance que sur une évidence scientifique, mais ça fait partie des arguments avancés. C'est même un des principaux arguments avancés pour justifier le fait que la fille de l'actuel empereur, eh bien, n'ira pas sur le trône. Les médias français ont en gros rapporté ça en n'expliquant pas, à mon avis, suffisamment la partie idéologique qui se cache derrière cela, en fait. Il y a vraiment toute une idéologie d'un Japon d'essence divine qui doit le rester et qui est respecté au niveau international parce qu'il a cette singularité d'essence divine qu'il doit préserver et que donc la lignée patrilinéaire depuis 2600 ans eh bien, doit rester parce que cela fait partie quelque part des gènes du Japon et que cela n'a pas de raison d'être changé, que si on le change, on arrête le cours historique du Japon. Tout cela est porté en réalité par des groupes d'extrême droite auxquels le gouvernement est sinon inféodé, du moins très proche.
des groupes, même s'ils s'en défendent, hein, parce que j'ai posé la question directement au porte-parole du gouvernement, pas plus loin que le 17 juillet, en lui demandant s'ils étaient sous l'influence de ce type de groupe. Et il m'a répondu absolument pas, sauf que la théorie développée par le gouvernement, à tout le moins, elle est exactement identique à celle que développent ces groupes, et que d'une manière générale, tout ce que réclament ces groupes d'influence en termes de changement législatif, etc., de politique, eh bien c'est exactement ce qu'est en train d'appliquer, et y compris avec un ordre de priorité, la Première ministre et son gouvernement à l'heure actuelle. Il faut bien comprendre que la politique qui est actuellement menée par la Première ministre Sanae Takaichi, qui elle-même agit sous le contrôle de faiseur de roi au sein du PLD, du Parti libéral-démocrate, Jiyu Minchuto, eh bien, cela répond à toute une idéologie passéiste qui a parfois même un peu des relents révisionnistes, dans laquelle on a une vision d'un Japon quasiment d'essence divine, voire carrément messianique, et que ce Japon en fait a été fracassé par la perte de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il faut revenir à ça. En fait, il faut bien comprendre que à la fois le Koshitsutenpan, donc le code sur la maison impériale d'une part, la Constitution d'autre part, sont perçus comme des textes qui ont été écrits par l'occupant américain, et qu'il faut sortir de ce qu'on appelle le régime d'après-guerre, sortir de ces 80 ans de régime d'après-guerre, s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, et que cela suppose à la fois de réécrire le Koshitsutenpan, donc la loi sur la maison impériale, ce qui vient d'être fait, et puis l'autre étape, eh bien, c'est bien sûr d'amender la Constitution, de la réécrire d'une main japonaise, et de recouvrer ainsi dans l'esprit de ces messieurs et ces dames, parce qu'il faut bien voir aussi qu'il y a des femmes qui défendent absolument ces théories-là, eh bien, de redéfinir le Japon sur les bases qui étaient les siennes il y a plus de 2600 ans. Et ces gens ont en plus l'impression que la grandeur du Japon, y compris sur la scène internationale, eh bien, se mesure à cette capacité de revenir à ce qu'ils appellent les fondements du Japon, d'essence quasi divine, que le Japon peut briller sur la scène internationale justement parce qu'il a ces 2600 ans d'histoire impériale, qu'il est le seul au monde à avoir su préserver. Voilà ce qui se cache derrière toutes ces réformes des lois, et il y en a d'autres en cours, il y en a d'autres qui vont venir, il y en a d'autres qui ont été votées, comme la loi qui punit l'offense au drapeau national, par exemple, mais il y en a encore beaucoup d'autres dans les tuyaux, et qui sont d'inspiration de ces groupes qui ont pris une importance très grande depuis l'arrivée de Sanae Takaichi au pouvoir, laquelle n'a pas pour principale préoccupation le citoyen et ses conditions de vie, mais surtout la grandeur de l'État, le récit national. C'est vraiment ce qui l'intéresse, ce qui la préoccupe, et ce qu'elle est en train de nourrir, que ce soit par ce type de modifications législatives, par la création de nouvelles lois, y compris les lois à l'encontre des étrangers, mais aussi dans son programme économique, on voit qu'il y a non pas une volonté de rendre les citoyens plus heureux, plus épanouis, plus aisés et plus en capacité d'avoir des enfants. Non, absolument pas. Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la grandeur du pays à travers ses entreprises, y compris à travers sa culture populaire qui n'est en rien considérée comme un art, mais qui est considérée comme un instrument au service de la grandeur nationale, etc. Donc ce récit, il faut bien le comprendre parce que ça permet de saisir ce qui est en train de se passer. Et il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte sur lesquels je reviendrai ultérieurement et qui vous permettront de comprendre comment le Japon se situe à l'heure actuelle sur la scène internationale. J'en ai fini pour aujourd'hui, c'est assez complexe. Regardez plusieurs fois la vidéo parce qu'il y a forcément des choses qui vous auront échappé au cours de ce récit. Et puis, si vous avez des questions dans la mesure du possible et du temps que je pourrais y consacrer, eh bien j'y répondrai en commentaire. Je vous recommande un article qui résume quand même beaucoup tous ces aspects. C'est l'article que j'ai publié dans Libération il y a quelques jours, et d'autres seront à venir. Et puis je vous réserve la surprise de la nature de mon prochain livre qui sortira le 15 octobre aux éditions Talendier. Merci à vous et à très bientôt.